quelques secondes maintenant, on va avoir l'honneur d'écouter notre premier conférencier. C'est un grand honneur pour moi de vous le présenter. Il a un parcours exceptionnel au service de notre pays depuis plus de 40 ans, ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Il a navigué dans les plus hautes sphères de la défense française, sous-marinier de formation, commandant de sous-marins nucléaires d'attaque puis stratégiques. Il a incarné l'excellence et l'engagement de la marine française. En 2016, il est appelé à l'Élysée pour devenir le chef d'état-major particulier du président de la République, où il conseillera successivement François Hollande puis Emmanuel Macron sur les questions de défense, de stratégie et d'engagement militaire. Son expérience unique qu'il partage aujourd'hui dans ses mémoires Un marin à l'Élysée, éclaire avec lucidité les enjeux de sécurité d'hier et d'aujourd'hui. Nous allons avoir la chance d'écouter sa conférence sur le thème « Les nouveaux enjeux stratégiques, le temps des ruptures ». Je vous demande d'accueillir l'amiral Bernard Rogel. Il ne fait pas du tout des relations internationales, il fait du business. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que pour lui, la fidélité aux alliances compte peu, que la parole donnée vaut pas tellement mieux, et que ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Et ça a profondément déstructuré les relations internationales partout. D'abord, parce que d'autres, comme Erdogan, comme Poutine, se sont dit, bah, finalement, si les États-Unis montre l'exemple de ces politiques de la force, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas pareil? Et tout ça a créé une espèce d'engrenage avec un affaiblissement de l'Organisation des Nations Unies qui peine vraiment aujourd'hui à faire entendre sa voix. On le voit encore dans les événements qui agitent le monde aujourd'hui. Et puis surtout, encore une fois, ces politiques de la force qui reviennent sur le devant de la scène. Ce retour des stratégies de puissance, il a plusieurs conséquences. Avant de venir aux conséquences, je voudrais simplement dater ce phénomène. Beaucoup d'entre nous pensent que ce retour des stratégies de puissance date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. En réalité, ce que j'ai voulu illustrer sur cette planche, c'est que les politiques de fait accompli dans les mers de Chine, elles ont commencé à partir de 2008. C'est-à-dire au fur et à mesure de la montée en puissance, et j'y reviendrai, de la Chine, qui a compris que pour être une puissance mondiale, il fallait qu'elle soit une thalassocratie, mais elle a commencé à imposer sa loi dans les mers de Chine. Et là, vous avez des îlots contestés entre plusieurs nations dans les mers de Chine. En 2008, c'était des cailloux inhabités. Et à partir de 2018, c'est devenu des sortes de bases aéronavales, enfin, c'est pas des sortes d'ailleurs, des bases aéronavales chinoises. Ils ont complètement poldérisé ces îles et ils en ont fait des sortes de porte-avions avancés, fixes certes, mais des sortes de porte-avions avancés dans les mers de Chine. Et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Dans ce retour des stratégies de puissance, n'oublions pas, en 2014, sous des prétextes de dénazification, l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a été aussi un signe fort. C'est la première fois qu'un pays a annexé une partie, pour des raisons diverses et variées, soi-disant historiques, mais enfin, en violation du droit international. Je reviendrai tout à l'heure sur les traités qui liaient l'Ukraine et la Russie. Et puis, alors je l'avais envoyé à Jean-Paul bien avant, mais ce qui se passe entre l'Iran et Israël aujourd'hui, qui montre que là encore, on est dans le droit international a échoué et on est rentré dans une épreuve de force. Alors, ce qui me marque, moi, sur cette planche, c'est que on est dans des situations de guerre, mais le mot guerre n'est jamais utilisé. Ici, c'est des revendications historiques assumées, comme les disent les Chinois. Ici, c'est une opération spéciale qui a quand même coûté énormément de morts. Et quant à là, on s'échange des missiles et de croisières et des attaques aériennes sans jamais avoir fait une déclaration de guerre. Et ça, c'est aussi assez nouveau. Auparavant, le droit international était structuré par temps de paix, temps de guerre. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une situation internationale où il n'existe plus que le temps de crise. Et ça, en termes de droit, ça a une valeur. Juste un dernier chiffre sur les dépenses mondiales de défense, qui sont passées de 1 500 milliards de dollars
en 1990 à 2440 milliards de dollars en 2023. C'est-à-dire, en gros, pendant que l'Europe s'assoupissait stratégiquement, le reste du monde se réarmait. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 2440 milliards, je reviendrai tout à l'heure, plus de la moitié sont occupés par la Chine et les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme. Alors, ce retour des stratégies de puissance, il a 3 conséquences. La première, c'est l'érosion des traités internationaux. Quand j'ai fait une conférence au Rotary du Havre il y a quelques mois, j'avais arrêté ici la liste des traités qui avaient été suspendus ou supprimés depuis 2018. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des traités est en train de tomber. Alors, dans celui-là, sur lequel, pardon, j'ai fait le PowerPoint il y a une semaine, celui-là, je l'avais mis encore avec une bouée. Le Joint Comprehensive Plan of Action iranien, c'était comment limiter l'Iran dans sa progression nucléaire. On a eu une réponse qui n'est pas celle du droit la nuit dernière. La plupart de ces traités qui sont aujourd'hui suspendus ou qui sont tombés, c'était des traités bilatéraux de désarmement entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi ces traités sont en train de tomber. Ce n'est pas seulement à cause de l'agressivité de la Russie, c'est parce qu'il y a un troisième larron qui s'invite dans le jeu des puissances aujourd'hui, des grandes puissances, des superpuissances, qui s'appelle la Chine. Et autant la Russie que les États-Unis n'ont pas envie de se limiter par des traités bilatéraux entre eux vis-à-vis de ce troisième larron qui est en train de monter en puissance. Je voudrais simplement appeler votre attention sur celui-là, qui est le mémorandum de Budapest qui date de 1994. Ce mémorandum, c'était un accord entre la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine, d'un côté, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et la Russie de l'autre, et il prévoyait la restitution des armes nucléaires soviétiques par les 3 premiers cités, Kazakhstan, Biélorussie et Ukraine, en échange de la promesse de l'intégralité des frontières. L'Ukraine, en 1994, avait 1000 armes nucléaires issues de l'époque soviétique. Ils ont rendu leurs armes et on leur a dit, promis, juré, vos frontières ne seront pas violées. 30 ans après, ce traité a été violé par la Russie et il est même un peu aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique s'ils se désengagent de ce terrain. Pardon, je vais vraiment trop vite. Dans ces traités, celui-là est aussi intéressant. C'est un traité qui était universellement connu, le traité sur les mines antipersonnelles. Eh bien, aujourd'hui, il y a des pays européens qui s'apprêtent à en sortir en fonction de la menace russe. Donc, on voit cette érosion. Alors, à mon avis, c'est presque le plus inquiétant. Il y a les gesticulations de puissance, mais cette érosion des traités, elle est dommageable, puisque finalement, on remet en cause la parole donnée par les États. C'est-à-dire qu'un État qui signe, un dirigeant, c'est ce qu'a fait Donald Trump, en particulier sur le traité force nucléaire intermédiaire, il dit, mais moi, je n'ai pas signé le traité, considérons que ce n'est pas lui personnellement qui a signé le traité, il s'en retire. Et ça, c'est quand même un des fondements du droit international qui est en train de tomber. J'aurais pu rajouter à cette liste des traités mal en point, le traité sur la non-nucléarisation de l'espace, puisque d'après les sources américaines, les Russes sont en train de songer à mettre des armes nucléaires depuis l'espace. Donc, une situation. Alors, je vous rassure, il y en a plein d'autres qui restent. Et ce qui vient de se passer à Nice sur le traité sur les océans est plutôt un bon signe. Il y a quand même quelques bulles de multilatéralisme qui reviennent, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on ait vraiment une vraie réflexion, cette érosion des traités. Deuxième conséquence de ce retour des stratégies de puissance, c'est le retour du fait nucléaire dans le langage stratégique. Jusqu'à 2010, les forces de dissuasion se dissuadaient dans le calme, dans le silence, et elles faisaient ce pourquoi elles étaient faites, c'est-à-dire que c'était l'empêchement des guerres. Ça a un peu changé avec l'attitude de Vladimir Poutine,
puisque Vladimir Poutine aujourd'hui mélange dangereusement dissuasion et intimidation, c'est-à-dire que nous, on considère que la dissuasion, c'est fait pour nous protéger. Vladimir Poutine, aujourd'hui, considère que la dissuasion, c'est fait pour se protéger et dissuader les autres de venir, les autres, c'est l'OTAN, de venir s'impliquer en Ukraine. Alors ça, c'est dangereux pour une raison bien simple, c'est que d'autres pays, comme l'Iran, on verra ce que ça va donner avec l'Iran, comme la Corée du Nord et d'autres, peuvent se dire, mais finalement, ça marche. Avoir l'arme nucléaire, non seulement ça assure notre sécurité, mais en plus ça pèse sur un adversaire, et donc je peux avoir les mains libres totalement pour faire des attaques conventionnelles, des attaques cyber, enfin, etc., sans qu'on vienne m'embêter. Et ça, en termes de non-prolifération, c'est quand même très embêtant. Parce que si l'Iran a l'arme nucléaire un jour, l'Arabie saoudite l'aura. Si l'Arabie saoudite l'a, la Turquie l'aura. Et de l'autre côté du monde, si la Corée du Nord a l'arme nucléaire, eh bien, des pays comme le Japon, j'aurais pas parié un euro il y a 20 ans sur le fait qu'un jour on parlerait de dissuasion nucléaire au Japon, ben ça y est, c'est parti. En Corée du Sud, c'est parti. Donc on voit bien qu'on peut avoir un phénomène d'effet domino sur le nucléaire qui n'est pas du tout bon. Alors pour reprendre les grandes puissances, je voudrais faire un arrêt sur image sur trois d'entre elles. La première, c'est la Russie. Et je suis assez frappé de voir aujourd'hui des gens se poser la question de savoir si la Russie est une menace pour l'Europe. La réponse est oui. Et croyez-en mon expérience, ce n'est pas une menace directe, en tout cas à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas voir les chars russes débouler à Strasbourg ou même à Berlin. Sinon, ça serait l'échec de notre dissuasion. Et puis vous verrez tout à l'heure qu'à mon avis, ils n'en ont pas les moyens. Mais la Russie est une menace aujourd'hui par ses actions. Son intimidation nucléaire. Ici, j'ai rappelé l'épisode Skripal où ils sont allés empoisonner un de leurs opposants dans les rues de Grande-Bretagne. L'année dernière, la CIA a rapporté que des patrons de l'industrie militaro-industrielle allemande avaient été menacés, le patron de Rheinmetall, des tentatives d'attentats contre elle, et puis surtout des attaques cyber qui sont incessantes. Si vous voulez en avoir la preuve, allez voir les rapports du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. C'est incessant. Alors ce qui a changé dans la menace cyber par rapport à il y a 15 ans, il y a 15 ans, c'était les infrastructures militaires qui étaient attaquées, donc on le savait, on se défendait, on a une défense cyber plutôt pas mauvaise en France. Il y a 10 ans, c'était l'ensemble des structures administratives qui étaient attaquées. Aujourd'hui, chaque personne est attaquée et tout ça est relié par l'intelligence artificielle. Donc on a besoin d'avoir une défense cyber. Je vous dirai tout à l'heure qu'on a mis tout ça en place depuis 2017. Et puis les manipulations de l'information, les ingérences dans les élections, etc., etc. Donc oui, la Russie est agressive. Oui, la Russie est une menace pour l'Europe. Alors, est-ce qu'elle est une menace militaire? Là, je voudrais vous rassurer. Alors, les chiffres, ce sont des ordres de grandeur issus des chiffres publics, mais on voit bien, alors j'ai volontairement retiré les États-Unis du compte pour vous montrer que quand on fait le compte des capacités militaires, l'Union européenne n'a pas trop de quoi s'inquiéter de la Russie. D'autant qu'on estime aujourd'hui que la Russie a perdu en nombre de tués 150 000 hommes en Ukraine, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, à hauteur d'une armée d'1 200 000, ils ont perdu 10% de leurs effectifs. C'est-à-dire, on est passé de la guerre technologique zéro mort à Verdun, quoi, avec ce qui se passe dans l'Ukraine. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est venant en tout cas de Vladimir Poutine, c'est un peu le retour de la barbarie dans la guerre. Auparavant, il y avait un consensus à peu près général pour dire, eh bien, on essaye autant que faire se peut d'éviter les pertes collatérales civiles.
c'est pas du tout ce qui se passe en Ukraine, c'est pas ce qui s'est passé à Alep, c'est pas ce qui s'est passé à Grozny. Et ça, c'est aussi inquiétant parce que là, il y a un recul moral assez important. Donc, la Russie n'est pas encore une menace militaire pour l'Europe. On a juste un petit détail, c'est que si les Américains, je reviendrai tout à l'heure, devaient se retirer complètement, personnellement, j'y crois pas, mais avec Trump, tout est possible. S'ils devaient se retirer militairement, on a encore les capacités, mais il faudrait qu'on revoie nos structures de commandement qui sont aujourd'hui commandées par l'OTAN. Juste un dernier chiffre qui est impressionnant. La Russie est rentrée vraiment dans une économie de guerre. Le dernier chiffre que j'ai pris, c'est 126 milliards de dollars de dépenses militaires. Quand vous voyez ce qu'elle dépensait au sortir de la guerre froide, c'était aux environs de 10 milliards. Donc oui, la Russie est en train de se réarmer, oui, la Russie est en train de retrouver sa puissance passée. Et j'ai mis volontairement leur grande force aujourd'hui, vu du marin que je suis, ce sont leurs sous-marins. Ils ont des sous-marins d'une extrême bonne qualité et des équipages parfaitement entraînés. Alors voilà pour la Russie. Donc oui, la Russie est une menace. N'exagérons pas la menace. Il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas la surestimer non plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu 50% de leur matériel militaire terrestre en Ukraine. Ils ont perdu une trentaine de bâtiments. Donc ils ne sont pas prêts de faire une attaque générale sur les pays européens, comme je peux l'entendre ici ou là. Ce qui ne les empêchera pas peut-être de faire une petite oukase sur un pays balte, etc. Mais une attaque frontale généralisée, c'est pas pour demain. Ça peut être, s'ils continuent cette courbe-là sans dommage sur leur économie, ça peut être pour après-demain, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Alors ça, la Russie, évidemment, ça intéresse tous les Européens, parce que géographiquement, c'est près de chez nous, mais il y a une autre confrontation qui va dimensionner fortement et qui va être, à mon avis, le marqueur stratégique des années à venir, c'est ce choc-là. Ce choc-là, il est essentiel dans notre compréhension stratégique. Contrairement à ce qui se passe avec la Russie, ça ne va pas être un affrontement que militaire. L'affrontement entre ces deux puissances-là va être économique, politique, technologique et militaire. Et ça va structurer le monde pour une raison bien simple, c'est que nos amis américains se tournent de plus en plus vers l'Asie-Pacifique. Et ça, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité dont on a pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les années 2015, il y a une dizaine d'années. C'est ce qu'on a appelé le pivot asiatique qui avait été organisé sous l'administration Obama. Mais en tout cas, c'est un pivot qui est réel. C'est-à-dire que la priorité stratégique des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. Et ça a des conséquences pour nous. Et quel que soit l'avenir de l'OTAN, quel que soit ce que fera Donald Trump de l'OTAN dans une quinzaine de jours, eh bien, il faut être conscient que de toute manière, les États-Unis vont s'engager de plus en plus dans l'Asie-Pacifique et les États-Unis vont nous demander, à nous, Européens, de prendre de plus en plus notre sécurité en main. C'est ce qu'ils appellent le burden sharing. Ça fait 15 ans qu'ils nous le demandent, le partage du fardeau, pardon, burden sharing. Et ça fait 15 ans qu'ils nous le demandent. Donc aujourd'hui, on est, nous Européens, au pied du mur. Et encore une fois, même si on garde ce lien transatlantique, on sera obligé d'augmenter notre part dans la défense collective. Alors, juste un mot, là j'ai parlé des États-Unis. Un mot sur la Chine, parce que c'est quelque chose qui est très impressionnant. J'ai eu la chance en 2014 d'aller en Chine pour faire une visite officielle à mon homologue. J'étais allé dans l'esprit que j'évoquais tout à l'heure de 95, en disant la Chine reste une puissance régionale, puissance mondiale économique, mais une puissance régionale stratégique. Et en réalité, je suis revenu en disant aux officiers de mon état-major, ceux qui pensent que la Chine demain s'éveillera, pour prendre un titre célèbre, eh bien c'est ceux qui se sont endormis. Et la Chine s'est bien réveillée et la Chine est là. La Chine a compris que pour être une puissance mondiale, il fallait une thalassocratie, c'est-à-dire dominer les mers. Donc elle a mis en place dès 2013 ce qu'ils appellent les routes de la soie. La route de la soie, c'est un double but pour eux, la route de la soie maritime ici, route de la soie ferroviaire. Alors ils ont aussi des routes de la soie numériques, mais c'est plus difficile à figurer sur une carte comme ça.
ça a deux fonctions. La première, c'est de sécuriser. Ils ont besoin du commerce. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On le verra. Ils ont besoin des échanges commerciaux. Donc, ils veulent sécuriser leurs échanges commerciaux avec ces routes de la soie qui sont basées sur un certain nombre de bases qu'ils ont un peu partout, y compris en Europe. Alors, Venise vient de se retirer sous l'impulsion de Madame Meloni de ces routes de la soie, mais Athènes, par exemple, ils possèdent tout le port du Pirée et une majeure partie de la flotte grecque. Alors, ça leur sert à sécuriser leurs approvisionnements et leurs exportations. Ça leur sert aussi comme levier d'influence extrêmement important. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans un pays, et je pense à toute cette zone-là, ils proposent des crédits, pas chers, mais qu'il faudra bien rembourser un jour. Ils proposent, pour faire construire les infrastructures qu'ils promettent, des entreprises chinoises. Et donc, pour eux, c'est un formidable levier d'influence, et en particulier sur l'endettement de certains pays. La Chine possède 75% de l'endettement de pas mal de pays de cette zone-là. Donc, c'est une vraie, comment dire, ambition. Alors, elle se manifeste pas forcément par des actes de puissance militaire, mais la Chine, c'est un pays qui s'inscrit dans le temps, et qui pousse. Donc, ce n'est pas une menace, mais c'est en tout cas un concurrent extrêmement sérieux qui se met en place et qui a commencé à se mettre en place. Pour appuyer ce que je viens de vous dire sur la montée en puissance militaire de la Chine, une seule courbe qui montre qu'en nombre de bâtiments, la Chine a désormais dépassé les États-Unis d'Amérique. Alors, ce n'est pas en tonnage. En tonnage, ils sont à peu près à la moitié. Il faut quand même se rendre compte que la marine chinoise, en 1990, ne figurait pas dans le top 10 des marines mondiales. Aujourd'hui, elle est à la deuxième place, 1 500 000 tonnes, et elle construit aujourd'hui une fois la marine française, qui est la plus grosse marine européenne, une fois la marine française tous les 3 ans. Et c'est une marine de qualité, c'est ce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. On en parlait hier soir. Il ne faut pas sous-estimer les Chinois en termes technologiques. Ils sont à notre niveau, voire plus. Donc il faut vraiment les prendre très au sérieux. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, à part l'épine de Taïwan, ils n'ont pas de velléité guerrière ou que ce soit, mais ils imposent leur volonté par la force et par le fait accompli. C'est ce qu'ils font dans les mers de Chine. Juste un détail, on pourrait dire, mais finalement, tout ça, le réarmement russe, le réarmement chinois, ce sont des cas isolés, des pays qui veulent revenir en termes de puissance. En réalité, on voit que ce réarmement mondial, comme je le disais tout à l'heure, il est vrai partout. Et vous avez sur cette planche la situation en 2008 et la situation prévue en 2030. Et on voit que dans l'espace Indo-Pacifique, comme les pays se sentent menacés par la Chine, ils montent eux également en termes de puissance navale en particulier. Et on voit des pays comme l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan, cette petite île qui pointe désormais à la 9e place mondiale dans le classement en tonnage. Donc c'est vraiment un phénomène généralisé. C'est un phénomène qui a plusieurs conséquences pour nous, pour les Occidentaux. D'abord, alors que nous, on a été structurellement dimensionnés pour le respect du droit international, bien aujourd'hui, on a des gens qui ne le respectent pas. Et ça, c'est quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous, on le respecte. Et au contraire, on doit être vraiment les tenants de ce droit international et les tenants du multilatéralisme et être en permanence à la recherche de ce combat. Mais ce qui est certain, c'est que dans la période stratégique précédente, on avait plutôt un monopole économique, technologique, militaire, qu'aujourd'hui on n'a plus. C'est-à-dire qu'on a en face de nous, c'est pour ça que je parle de nouvel ordre mondial, on a en face de nous des puissances qui sont tout à fait à notre niveau sur tous les domaines que je viens d'évoquer actuellement. Alors ça, c'était la première rupture. C'est forcément la plus importante en termes de conséquences sur notre vie quotidienne. Du point de vue de la marine, ça a une conséquence également, c'est qu'auparavant, comme on avait le monopole de la puissance à la mer, on n'avait pas de concurrents, donc on était armé pour des stratégies du fort au faible. Aujourd'hui, avec cette remontée en puissance générale, eh bien, on va se retrouver sur des stratégies du fort au fort, ce que le chef d'état-major des armées appelle le combat de haute intensité. Mais ça veut dire qu'il faut restructurer toutes nos armées
dans ce domaine-là. Nos armées s'étaient restructurées pendant la période stratégique précédente sous un phénomène que j'appellerais de corps expéditionnaire, c'est-à-dire on envoyait nos troupes à l'extérieur pour faire régner l'ordre mondial et couvert par une résolution de l'ONU. Ben aujourd'hui, on doit essayer de s'implanter dans ce chaos qui est en train dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Donc première rupture, c'est ce retour des stratégies de puissance. La deuxième rupture, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une conflictualisation croissante des espaces communs. Les espaces communs, ce que je vous disais, c'est que c'est la mer, l'espace exo-atmosphérique, et puis le cyberespace qui servent toujours d'artère vitale à nos sociétés mondialisées. C'est-à-dire que quand on fait des échanges avec le monde entier, ben, ça passe par ces espaces-là. Simplement quelques chiffres pour vous montrer l'importance du milieu maritime, par exemple, qui est celui que je connais le mieux. 80% de ce que vous avez dans vos magasins, vous allez au supermarché, 80% est arrivé par la mer. C'est-à-dire que ces flux maritimes qu'on voit ici, les grosses artères bleues, ces flux maritimes, ils sont essentiels pour nos économies. C'est d'autant plus essentiel qu'au titre de la rentabilité, on est passé d'une gestion de stock à une gestion de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de stock, et puis on compte sur les flux. Un seul exemple, la guerre en mer Rouge, les attaques des Houthis sur le commerce mondial, ça a obligé le trafic maritime à se détourner, une partie du trafic maritime de se détourner de cette voie-là, c'est-à-dire mer Rouge, canal de Suez, pour contourner le continent africain. Ça a coûté 15 jours de mer. 15 jours de mer, ça n'est pas neutre, parce que le nombre de bateaux n'est pas extensible. Et donc, quand on fait 15 jours de mer, ben, c'est des tensions sur les stocks. Et il y a beaucoup d'usines automobiles qui ont eu des pénuries, qui ont dû arrêter leur production. Alors certes, pour 15 jours, le temps que les flux se rétablissent. Mais en tout cas, on voit quel impact peut avoir une attaque sur ces espaces communs. La mer n'est pas la seule en cause aujourd'hui. Alors, on a des attaques outils en mer Rouge qui bloquent. On a ici des interprétations du droit international qui peuvent bloquer également les flux maritimes. Mais je vous rassure, bon an, mal an, on arrive à trouver des situations de contournement, même si ça coûte un peu, même si ça peut ralentir, on arrive à trouver. Il y a un seul détroit qu'on ne peut pas contourner, et celui-là, il nous intéresse avec l'actualité, c'est Hormuz. Hormuz, c'est 30% du pétrole européen, du pétrole qui est importé par les Européens qui passe par là. Et celui-là, il n'y a pas moyen de le contourner. Donc moi, si j'étais iranien, si je voulais embêter la communauté internationale, alors je vais mettre tout de suite un bémol, ils ne voudront pas embêter la Chine, qui est le premier client, mais en tout cas, des restrictions autour du détroit d'Ormuz, ça nous mettrait... non pas dans une situation catastrophique, mais le prix du pétrole à la pompe, il monterait immédiatement. Donc on voit... Alors là, il faut défendre ces flux logistiques, si je puis dire. C'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises avec des opérations maritimes, Atalanta contre la piraterie, Aspides aujourd'hui contre les attaques en mer Rouge. Et puis il faut garder un œil également sur l'espace. L'espace est essentiel en termes de navigation, en termes de communication. Et aujourd'hui, là aussi, on voit des armes qui se déploient dans l'espace. On voit des satellites qui peuvent être détruits. Il y a au moins 5 puissances qui l'ont fait déjà, qui peuvent être détruits à partir de la Terre. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Et puis la cyber, j'en ai déjà parlé. Donc cette conflictualisation des espaces communs, elle n'est pas dramatique. On a des moyens de contournement, mais il faut y faire très attention. Il y a un espace que je n'ai pas souligné jusqu'à maintenant, qui est celui des grands fonds marins. Aujourd'hui, 99% des communications numériques intercontinentales passent par les câbles sous-marins. Alors pourquoi ça nous intéresse? Tout simplement parce qu'en 2015, on a commencé à voir des pays comme la Russie et la Chine s'intéresser au positionnement des câbles sous-marins. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est que si on détruisait quelques câbles sous-marins, on aurait, dans un régime numérique qui est déjà sursaturé, on aurait là encore des perturbations.
il faudrait casser vraiment tous les câbles sous-marins, il y en a quand même un certain nombre, si on voulait arrêter les communications, mais la destruction d'un ou deux câbles sous-marins, ça serait déjà très dommageable. Donc c'est quelque chose qui est, là aussi, qui a élargi le champ des missions des armées. Auparavant, on était plutôt dans des actions guerrières, mais maintenant, on est obligé de prendre en compte également cette conflictualisation des espaces communs et de protéger les espaces communs pour le bien de nos sociétés, et en particulier de nos sociétés occidentales. Troisième rupture. Alors, pardon, juste un détail sur les nouvelles frontières à la mer. Là aussi, c'est pour coller à l'actualité. On voit qu'aujourd'hui, alors que la mer était plutôt un espace de liberté, eh bien, pour des raisons économiques, pour des raisons de recherche, pour des raisons d'influence, on voit que la mer est en train de devenir un espace de contestation et de nouvelles frontières. Alors, je vous ai mis comme exemple cet espace-là. Alors, la grande ligne en rouge, c'est ce qu'on appelle, nous, irrévérencieusement, la langue de bœuf, que les Chinois appellent la ligne en 9 traits. Et cette ligne est essentielle pour la Chine, en termes d'espace stratégique. Et la Chine a dit, maintenant j'ai la plus grande marine du coin, donc tout ce qui est à l'intérieur de cette zone, au mépris du droit international, est à moi. Et alors ça c'est évidemment, tout ça entraîne aujourd'hui le réarmement que j'évoquais tout à l'heure des pays limitrophes. Plus près de chez nous, les gisements de gaz énormes trouvés dans l'est de la Méditerranée, qui nous a valu quelques frictions avec la Turquie. La Turquie, qui n'a pas signé le traité de Montego Bay sur la régulation de la haute mer, nous a dit un beau jour, tout ce qui est entre la Turquie et la Libye appartient à la Turquie. Or, pas de chance, c'est les zones économiques chypriotes et grecques, et donc ça nous a demandé, singulièrement la France, d'aller faire un peu la police, si je puis dire, dans cette zone, pour dire on ne va pas y faire n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que la mer, qui auparavant semblait très loin, très difficile d'accès, avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec la raréfaction des ressources à terre, elle est en train de devenir un espace stratégique majeur. Et juste un petit détail sur l'Arctique, avec la fonte des glaces, on va avoir accès non seulement à des routes maritimes nouvelles, mais aussi à des ressources nouvelles. Et quand vous voyez cette carte, vous apercevez qu'aujourd'hui, les États-Unis, la mamie, si je puis dire, des États-Unis sur l'Arctique, c'est là. Et donc, il ne faut pas vous étonner, dans la compétition générale avec la Chine, que le président américain soit très intéressé par cette zone-là. Parce que ça va étendre son aspect géographique sur l'Arctique. Alors, troisième, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les autres ruptures stratégiques. Ce que j'appelle la dark war, en référence au dark web, c'est toutes les actions qui sont sous le seuil de conflictualité et qui s'opèrent aujourd'hui. Alors ça va de la cyber, ça va de la désinformation. Par exemple, là, c'est quelque chose qui était diffusé par les Russes en Afrique, montrant des soldats français assis sur des tas de lingots d'or, tout ça pour montrer, évidemment c'est faux, et pour montrer que s'il y avait autant de lingots d'or en Afrique, ça se saurait. Mais en tout cas, c'était pour montrer que les Français venaient pour piller et que les Russes étaient là pour protéger les ressources africaines, dans une espèce de retournement assez osé de l'histoire. Dans les stratégies hybrides, il y a par exemple celle-là, c'est ce qu'a fait l'Iran en 2019, des attaques de pétroliers dans le détroit d'Ormuz que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça n'a jamais été revendiqué, on n'a jamais pu prouver que c'était l'Iran, mais tout le monde savait que c'était l'Iran. Au total, ça a ralenti le flux pétrolier et ça nous a obligés à déployer des bateaux pour aller protéger nos ressources. Et puis, dans les nouvelles stratégies hybrides, l'emploi de milices, sous couvert. Et puis les flux d'immigration, c'est quelque chose qui est aussi assez marquant. Quand la Turquie a des problèmes avec l'Europe, comme par hasard, les flux d'immigration entre la Turquie et la Grèce augmentent. Donc on l'a vu aussi au début de la guerre en Ukraine, quand les Biélorusses ont ouvert en grand les frontières aux migrants pour qu'ils aillent s'installer en Pologne. Toujours dans les stratégies hybrides, j'évoquais tout à l'heure les câbles sous-marins. En réalité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que les câbles, et on voit ce qui se passe en Baltique, c'est l'attaque des infrastructures sous-marines. On a aujourd'hui de plus en plus d'infrastructures sous-marines, des gazoducs, mais aussi des câbles électriques.
et avec l'implantation des parcs éoliens à la mer, la sensibilité va encore augmenter. La Baltique, par exemple, c'est couvert de câbles électriques entre tous les pays scandinaves. Alors quand un bateau russe laisse négligemment traîner son ancre pendant 3 jours, le marin que je suis vous dira que ça n'est pas du tout naturel, et ben il arrive à casser 3 ou 4 câbles électriques. Donc tout ça, ce sont des stratégies qui n'ont pas pour but d'emporter une victoire, mais qui ont pour but de déstabiliser les sociétés, et forcément les sociétés occidentales qui sont les plus perméables à ces menaces. La 4e rupture, et c'est sans doute, on en parlait hier soir, c'est sans doute, à mon avis, la plus difficile à appréhender et celle qui va nous demander beaucoup d'efforts, c'est ce que j'appelle la fulgurance technologique. Il faut se rendre compte que ma génération a connu la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi empirique qui dit en gros la puissance d'un ordinateur double tous les 2 ans. Alors il y en a qui disent triple tous les 3 ans, enfin peu importe, mais c'était ça la loi de Moore. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, cette loi de Moore, elle est mise de côté. En tout cas, c'est plus ça qui est le déterminant fondamental. Avec l'intelligence artificielle, pour vous donner un seul exemple, la puissance de l'intelligence artificielle a été multipliée par 1000 en 8 ans, entre 2016 et 2024. Et on voit que c'est en train de bouger, là encore. Tu parlais tout à l'heure, Jean-Paul, de la révolution technologique, de la Xème révolution technologique. Là, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors, c'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique. À mon avis, l'intelligence artificielle, je ne vais pas dire que c'est presque derrière nous, mais en tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qui est bien pris en compte. Mais les capteurs quantiques, les systèmes de détection quantique, etc., ça va devenir important. C'est évidemment la 5G, l'énergie dirigée, qu'on appelle le laser, et puis la dronisation générale. Alors ça a plusieurs impacts. Le premier impact, c'est que dans ce thème de la fulgurance technologique, on est dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Et ce monde, il est concurrentiel entre les États-continents. La Chine, l'Inde, les États-Unis d'Amérique, le bloc européen, qu'on ne peut pas traiter encore d'État-continent, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est un continent d'États, et puis dans une moindre mesure, la Russie. Mais la bagarre, elle est terrible. Et on n'en est aujourd'hui qu'au terme des escarmouches. Tout le monde investit pour avoir la domination dans tous ces domaines. Et pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est que celui qui arrivera à avoir la domination technologique imposera ses normes et ses standards au monde, et ça, en termes de souveraineté, c'est terrible. Ça a failli arriver il y a quelques années avec la 5G, rappelons-nous les batailles de Huawei contre le reste du monde, et c'était exactement ça. La deuxième conséquence de cette fulgurance technologique, qui a un impact directement militaire, c'est la vulgarisation technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est capable d'avoir de la haute technologie. Le moindre citoyen peut avoir de la haute technologie. Et d'ailleurs, c'est ce dont ont profité les Ukrainiens dans ces domaines-là, en adaptant ces technologies qu'on trouve désormais dans les supermarchés pour en faire des outils de guerre. Et ça, c'est assez nouveau parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt le militaire qui irriguait le civil. Et là, on s'aperçoit qu'on a un retournement, en tout cas pour ces technologies de masse, c'est que c'est le civil qui est en train d'irriguer le militaire. Donc ça, c'est un combat important. C'est un combat qui a obligé les armées aussi à bouger. Parce que forcément, comme moi, quand je suis rentré de la marine, on faisait une opération de maintenance tous les 20 ans sur les bateaux. Aujourd'hui, si vous prenez votre téléphone portable, qui est le symbole de la technologie, il n'y a personne dans cette salle qui gardera son téléphone portable pendant 20 ans. Donc ça nous oblige à revoir complètement le cycle d'entretien de nos bateaux, puisque le cœur des bâtiments est désormais informatique, et ça nous a obligés aussi à revoir complètement nos ressources humaines dans un cycle de formation continue. On ne peut plus former quelqu'un pour 20 ans, pour 30 ans. Aujourd'hui, on forme quelqu'un pour 5, 10 ans, et on est obligé de le remettre à jour en permanence. J'en suis à la 5e rupture. C'est assez anecdotique, mais pas tant que ça. C'est ce que j'appelle la rentrée dans l'âge de l'impatience, c'est-à-dire
dans le très court-termisme de nos sociétés. Et si j'évoque cela comme une rupture stratégique importante, c'est en tout cas vu des sociétés occidentales et l'expérience que j'ai eue de près de 6 ans d'Élysée, puisque j'étais auparavant, j'avais été à l'état-major de particulier du président Chirac, et c'est la différence de temps, état-major de Chirac en 2003, état-major du président Hollande en 2016, puis d'Emmanuel Macron. Et au cours de ce laps de temps, j'ai vu le mode de fonctionnement de nos sociétés bouger, et le mode de fonctionnement politique bouger aussi. Et aujourd'hui, on est dans un système qui est extrêmement court-termiste. Et nos sociétés sont court-termistes à cause de l'avènement technologique, à cause du numérique, à cause des réseaux sociaux, etc., etc. Et la bagarre aujourd'hui, en gros, pour schématiser, c'est sans doute très exagéré ce que je dis, mais c'est une bagarre entre l'Élysée, détenteur dépositaire du temps long, et Matignon, qui, lui, est obligé d'être dans le temps très court, qui est le temps politique, qui est le temps sociétal. Et ça, c'est une bagarre importante parce qu'une stratégie, que ce soit une stratégie de défense, une stratégie industrielle, une stratégie technologique, ça ne se bâtit pas dans les 5 ans à venir. C'est-à-dire que quand on prend dans le domaine militaire, quand on crée un objet complexe comme le porte-avions, eh bien, il faut 20 ans pour le construire. Donc on ne peut pas avoir une vision très courte et puis des coups de barre de Chris Craft italien pour un État qui a l'inertie d'un porte-conteneur, quoi, si je peux oser cette comparaison. Donc il faut qu'on prenne ça en compte aussi. Ça veut dire que dans nos sociétés, même si nos concitoyens ne en sont pas conscients, eh bien, il faut privilégier le temps long. Le temps long, c'est celui de la réussite. Le temps très court, c'est celui de l'action. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse attention à cette dichotomie. Et puis, dernier point, dernière rupture qu'il ne faut pas ignorer, c'est le dérèglement climatique. Et si on s'intéresse, nous militaires, à ce dérèglement climatique, ce n'est pas uniquement du point de vue moral. Évidemment, il y a un point de vue moral à défendre la planète, mais c'est parce qu'on considère que ce dérèglement climatique, c'est le ferment des crises de demain. Des crises halieutiques. Le poisson va devenir une denrée rare et fait déjà l'objet de convoitises. On le voit aujourd'hui avec l'entrisme de la Chine sur certains théâtres. Les minéraux rares, même si les pays occidentaux essayent de moduler occidentaux hors États-Unis, puisque Donald Trump vient d'autoriser des concessions minières tout seul dans les eaux internationales, alors que bafouant ainsi l'action de l'autorité des fonds marins qui est un organisme de l'ONU. Mais en tout cas, on voit bien que ce dérèglement climatique peut avoir aussi des conséquences. Pardon, j'ai mis ici l'Afrique en termes de flux de migration. La sahélisation est en marche, donc ça a des conséquences sur le flux de migration. Au passage, les premiers flux de migration, ils sont intra-africains, ils ne sont pas extra-africains. Mais enfin, on voit que tout ça va déstabiliser. Et puis quelque chose qui nous intéresse, nous marins, plus que d'autres, sans doute, c'est le niveau des océans qui ne cesse de grimper. Vous prenez un pays comme le Bangladesh, si la mer monte d'1 mètre, et c'est ce qui est prévu à l'horizon 2021, c'est des millions de déplacés qu'il va avoir. Donc on s'intéresse à ce dérèglement climatique à la fois sur le plan moral, mais aussi parce qu'on veut anticiper les crises de demain et savoir d'abord le combattre, ce dérèglement, et puis ensuite savoir quelles conséquences ça aura sur les flux stratégiques, si je puis dire. Alors pour terminer, je voudrais répondre à 2 questions essentielles. La première question qui se pose, c'est est-ce que dans ce monde qui va être marqué par les États-continents, dans ce monde où la concurrence va être de plus en plus sévère, où on a de nouveaux compétiteurs, eh bien, est-ce que la France est toujours une puissance ? Et moi, je prétends que oui. Alors, je suis peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre, mais je voudrais vous donner le fond de ma pensée. D'abord parce que je viens d'un milieu qui est celui de la haute technologie. Je suis sous-marinier, j'ai commandé 3 sous-marins nucléaires, et j'ai voulu d'ailleurs le représenter ici, non seulement parce que c'est l'objet de la dissuasion qui empêche la guerre, mais parce que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est l'objet le plus complexe
que l'homme est inventé. C'est 1 million de pièces, et toutes ces pièces sont françaises. Quand on voit l'industrie aéronautique, quand on voit l'accès à l'espace, quand on voit un certain nombre d'objets, le spatial, même le numérique, même s'il va falloir qu'on se mette en marche probablement de manière plus forte, mais en tout cas, on domine tout ça aujourd'hui. Et quand j'entends sur certaines radios ou chaînes d'infos continues ou réseaux sociaux dire que la France est plus au niveau technologique, je m'inscris en faux. On a aujourd'hui des talents, on a du génie. Le problème, c'est qu'on n'est pas un État-continent et qu'on a en face de nous des États qui ont une masse extraordinaire. Donc c'est à ça qu'il faudra s'adapter. Et point de vue technologique, en tout cas moi, je suis convaincu de la réponse et à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit meilleur en termes de mutualisation de recherche, en termes de... C'est pas simple, hein, parce que chaque État a des intérêts, bien sûr, mais c'est là qu'il faut qu'on ait vraiment un marquant en disant si on veut être compétiteur demain avec la Chine, l'Inde, les États-Unis, eh bien il faut qu'il y ait je ne vais pas dire une fédération, parce que ce n'est pas une fédération politique dont je veux parler, mais en tout cas une fédération technologique de l'Europe. On est toujours une puissance parce que notre voix est entendue, et ça c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais chef d'état-major de la marine ou chef d'état-major particulier. Il y a plein de pays qui n'ont pas envie de se retrouver au milieu des bagarres russo-américaines, américano-chinoises, etc. Et nous, on a un dialogue, comme on est... Alors certains nous traitent un peu de naïfs parfois, puisqu'on se prépare à l'émergence des stratégies de puissance, mais on veut rester une puissance d'équilibre avec un S pour justement... prôner le multilatéralisme. Et je peux vous assurer que vous allez en Amérique du Sud, quand vous allez dans l'Indo-Pacifique, il y a plein de pays qui nous écoutent et qui nous sont d'ailleurs reconnaissants de porter une voix différente de celle de la force. Si l'Europe commence à faire comme tout le monde et à prôner les stratégies de puissance, on va rentrer, là pour le compte, on va rentrer dans une spirale de conflictualité dont on peut redouter l'issue. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et notre position de membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, même si celles-ci sont affaiblies, ça nous donne une tribune pour vanter le multilatéralisme. On est également une puissance, alors ça c'est le marin qui parle, c'est le cœur du marin, par notre zone maritime. Alors, je ne vous répéterai pas qu'on a 11 millions de kilomètres carrés, qu'on a la deuxième zone économique au monde, mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette zone économique, c'est le poids que ça donne à notre diplomatie. En fait, cette zone économique exclusive, et plus largement les territoires ultramarins, parce que c'est eux qui nous la donnent, ces territoires ultramarins, ça nous donne un statut qui est très particulier, qui est celui de voisin du monde. C'est-à-dire que partout où moi je me suis présenté comme chef d'état-major de la marine, je n'ai jamais été reçu comme un étranger, j'ai été reçu comme un voisin qui a des intérêts dans les zones et qui est capable de faire partie des organisations régionales. Et ça nous donne une force en termes de diplomatie qui est extraordinaire. Et puis il y a la francophonie qu'il ne faut pas enterrer, qui est toujours bien vivante, même si le français recule. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les valeurs qu'on propage sur le multilatéralisme, sur les droits de l'homme, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher et qui nous positionne vis-à-vis de beaucoup de pays. Et puis le dernier sujet, je peux vous assurer qu'il est très important, c'est le fait qu'on fasse partie de l'Europe. L'Europe, c'est une puissance monétaire et financière, et quand on se déplace, c'est jamais la France seule qui se déplace, il y a toute l'Europe derrière elle. Même si on peut critiquer beaucoup de choses dans l'Europe, en tout cas, ça nous donne une force monétaire et financière importante. La deuxième question, c'est est-ce que nous sommes prêts à affronter ce nouveau monde ? Ma réponse est oui. Et si je me présente plutôt optimiste devant vous ce matin, c'est souvent... on me dit, mais vous êtes quand même très optimiste par rapport à la situation internationale. C'est sans doute qu'on a essayé de déchiffrer cette situation internationale depuis 2015, depuis 2017, et qu'on a tenté, et qu'on a réussi d'ailleurs, à y porter des solutions. D'abord parce qu'on a une organisation qui est adaptée, qui s'appelle le Conseil de défense. Le Conseil de défense, quand j'étais à l'état-major particulier de Jacques Chirac, c'était 1 tous les 4 mois. Aujourd'hui, c'est 1 toutes les semaines. Donc on s'est adapté à ce que je disais tout à l'heure, à la vitesse du monde. On est passé du temps de Chirac à des conseils de défense qui ne traitaient que des opérations militaires. Sous Hollande, on est passé à opérations militaires sur sécurité intérieure, et sous le président Macron, on a élargi les thèmes
de ces conseils de défense à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la technologie, la conflictualisation des espaces communs, etc. Donc on a, et ça, c'est un système à la française. Alors souvent, j'ai entendu dire, oui, mais il faudrait qu'on fasse comme les Américains. Pitié, non. Pitié, non. Les Américains, ils n'ont pas un système aussi réactif que nous. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait qu'à chaque fois qu'il faut aller chercher des ressortissants quelque part lors d'une crise, c'est les Français qui arrivent les premiers et qui arrivent à faire. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de décision qui est extrêmement vertical entre le président de la République, chef des armées, et le chef d'état-major des armées. Et on a un système qui nous permet d'aborder l'ensemble des problématiques que je viens d'évoquer tout à l'heure, et pas seulement le militaire. Deuxième force de notre pays, qui nous différencie aujourd'hui de notre attitude par rapport aux autres Européens, c'est que nous, on n'a jamais été sous le parapluie nucléaire américain et qu'on dispose de notre propre dissuasion. Et ça nous permet de réfléchir plus sereinement que d'autres. Je cite souvent l'Allemagne, pour lequel j'ai un profond respect, mais l'Allemagne, c'est un pays qui avait délégué sa sécurité aux Américains, délégué son énergie aux Russes et délégué son commerce aux Chinois. Le réveil est brutal par rapport à ce que je viens d'évoquer actuellement. Et Dieu sait si j'aime beaucoup les Allemands, et je pense que vraiment le couple franco-allemand est quelque chose qui doit fonctionner. Mais en tout cas, je ne veux pas dire qu'on est plus paisible, mais on est plus rassuré aujourd'hui. Et puis, on a pris en compte, depuis 2017, tous ces sujets-là que j'ai évoqués, le cyber, le spatial, les fonds marins, la résilience, on a augmenté le nombre de réserves, on a pris en compte les drones, et tout ça grâce à des lois de programmation militaire. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure du 1,35% où on était pendant la période d'assouplissement stratégique, bien, on est aujourd'hui à plus de 2% du PIB. On est encore loin des 5% de la guerre froide, mais à mon avis, ça, c'est déjà bien. Et je ne suis pas de ceux qui poussent à dépenser encore plus et beaucoup. Je pense que ce que je pense, et je reviendrai, c'est qu'il faut compter sur nos alliances refondées, parce qu'on va être obligé de les refonder pour avoir la masse nécessaire pour être complètement tranquille, c'est-à-dire dissuasion, force conventionnelle et résilience. On a des armées, vous pouvez être fiers de vos armées. Moi, je le suis toujours autant. On a des jeunes qui se dévouent, qui se mettent au service de notre pays et qui aujourd'hui sont, en termes d'opération, parmi les meilleurs du monde. Donc, alors, une fois que j'ai dit ça, je mets un petit mais on n'est pas une superpuissance. Donc, quand on entend dire est-ce que demain on pourra faire face tout seul à la Russie, à la Chine ou aux États-Unis, la réponse est non. Elle sera toujours non, et elle a toujours été non. On n'a plus fait de conflit tout seul depuis 1872, si mes souvenirs sont exacts. On est structuré sur un système d'alliance, et c'est ça sur lequel il faut réfléchir, avec une alliance qui est aujourd'hui, je ne veux pas dire bas de l'aile parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas est remise en question avec l'attitude du président américain, qui est Donald Trump. Est-ce que les Américains vont sortir de l'OTAN ? Je vais prendre un petit risque, je vais vous dire non. Peut-être que dans 15 jours, j'oserais plus me présenter devant vous en ayant fait un mauvais calcul, mais je ne le crois pas pour une raison bien simple. C'est que d'abord, Donald Trump s'aperçoit que ses stratégies vis-à-vis de l'Iran, stratégies vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie aujourd'hui ne marchent pas. Donc je pense qu'à un moment, il va y avoir un réveil en disant finalement les Européens que j'ai beaucoup vilipendés pendant les premiers mois de mon deuxième mandat, ils me servent à quelque chose. Et puis, comme c'est un businessman, il y a un aspect beaucoup plus pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis vendent plus de 50% de leur matériel de défense aux Européens. Et que ça, à mon avis, le businessman Trump, il va se dire, je vais pas me couper de ça. Alors, pour autant, est-ce que les promesses... Alors, pour autant, aujourd'hui, il a 100 000 hommes en Europe, et je pense qu'une partie des hommes va partir, et que donc on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la nécessité pour l'Europe de se réveiller et de dire enfin, il faut qu'on prenne on ne peut plus compter uniquement sur les Américains pour assurer notre sécurité. Ça n'a pas été le calcul de la France, grâce au général de Gaulle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je disais, on est plus paisible que les autres dans ce bouleversement. Et puis la deuxième question, c'est l'Europe. C'est l'Europe, et ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser désormais. Moi, je pense que l'Europe va nous être nécessaire et qu'il faut qu'on avance. J'ai parlé tout à l'heure du plan technologique. Je pense que si les Américains se retirent, ça va quand même
troubler un peu les alliances. Et je crois surtout qu'il ne faut pas qu'on commence à se précipiter tous dans un réarmement excessif qui n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on se coordonne mieux. Alors là non plus, on ne part pas de rien. Depuis 2007 et le traité de Lisbonne, on a une clause de sécurité mutuelle, la clause 42.7 du traité, qui est beaucoup plus exigeante que l'article 5 de l'OTAN, quand même. Il faut s'en rappeler. Donc quand on dit oui, il n'y a plus l'OTAN, je dis le 42.7, c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait cette concertation. C'est-à-dire que, pour prendre une image simple, jusqu'à maintenant, on bâtissait l'Europe de la défense avec des intérêts stratégiques qui n'étaient pas forcément partagés pour tout le monde. Ça va mieux depuis 2022 avec la boussole stratégique. On construisait une Europe de la défense en ayant peur de faire de la peine aux Américains. C'est plus le cas, puisque les Américains nous demandent de prendre notre sécurité en compte. Donc je pense que là, maintenant, il faut un vrai bouleversement politique et qu'on dise enfin, nous, Européens, ce qu'on veut faire de notre destin. Et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Si on répond à cette question, si on répond au fait qu'on comprend que nos destins sont entrecroisés et qu'il faudra qu'on se défende mutuellement, c'est ce qui est déjà un engagement, mais qui est un engagement de papier, il faut aller beaucoup plus loin, eh bien on sera dans un monde en sécurité. Si on se replie chacun sur nous-mêmes, advienne que pourra. Alors juste pour terminer cette diapositive, pour achever, j'espère, de vous rendre un peu d'optimisme dans ce monde turbulent. J'ai mis les budgets de défense en premier, la part mondiale du PIB en deuxième et les émissions de gaz à effet de serre en troisième. Quand on prend ça, on s'aperçoit que l'Union européenne dans son ensemble, il n'y a pas la Grande-Bretagne, et bien finalement, en termes de dépenses militaires, alors on est loin derrière les États-Unis, on n'est pas si loin de ça de la Chine. En termes de PIB, alors là on a eu un vrai décrochage pendant le Covid. En 2019, je vous aurais montré la même diapositive avec 22% de PIB pour l'Europe. Et là, le Covid a eu un effet assez dévastateur sur l'Europe, mais on est à peu près au même niveau que les Chinois. Et en émissions de gaz à effet de serre, on est largement meilleur, avec une petite hypocrisie, parce que comme on a délégué beaucoup de construction ici, forcément, ça joue en notre faveur. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'est pas ridicule, nous, Union européenne, mais la seule difficulté, c'est que là, on a un bloc homogène, et ici, il n'est pas encore tout à fait. Et c'est là le challenge qu'on va avoir, c'est alors je ne suis pas en train de parler d'un État fédéral, hein. Je suis en train de parler d'une vision politique beaucoup plus solidaire des États européens. Voilà, je voudrais juste terminer en vous disant que moi, je suis un éternel optimiste. D'ailleurs, je dis souvent, si je n'avais pas été un éternel optimiste, je ne serais pas allé m'enfermer dans un sous-marin. Mais en tout cas, je crois que, et pour relier ce que je viens de dire au thème de votre conférence, je crois que on va devoir valoriser 4 qualités essentielles. La première qualité, c'est le travail. Moi, je ne crois pas vis-à-vis... vous savez que les Chinois ont une loi qui s'appelle 996, qui est contestée, mais qui est appliquée. 996, c'est 9h du matin, 9h du soir, 6 jours par semaine. On n'en est pas là. Donc on n'est pas là du tout. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à la valeur travail dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler comme des brutes, hein. Peut-être qu'il faut travailler mieux, diminuer la part des règlements administratifs. On en parlait hier soir. Mais en tout cas, il faut qu'on ait cette valeur travail chevillée au corps. La deuxième valeur qu'il faut qu'on développe, c'est la solidarité. Moi, c'est le marin qui parle. Nous, on appelle ça l'esprit d'équipage. Et on sait très bien que la force du collectif l'emporte sur l'individuel. Et surtout quand on se prend des tempêtes à la mer, on voit très bien que la force du collectif, c'est ce qui nous permet de vaincre. Donc, il faut qu'on ait cette solidarité. Je pense que dans cette solidarité, la partie européenne est importante. Je pense que c'est ce qui nous permettra de mieux résister à ce monde turbulent. La troisième qualité, c'est l'audace. Et Dieu sait si on a des entrepreneurs, chers amis, qui sont
brillantissime, mais je crois qu'il faut qu'on revoie un peu nos notions du principe de précaution. Je pense qu'on a aujourd'hui une interprétation du principe de précaution qui est un peu trop dévoyée. C'est un principe qui ne peut pas exister quand vous êtes militaire. Quand vous êtes militaire, vous ne pouvez pas vous dire je n'engage pas mes troupes parce qu'il peut leur arriver quelque chose. Donc quand vous êtes militaire, c'est une pesée des risques en permanence. Mais quand on est entrepreneur, on aura un témoignage tout à l'heure, c'est pareil, c'est une pesée des risques à faire. Et cette audace, on doit la retrouver. On doit la retrouver. On l'a encore. Hein. Moi, je suis assez frappé de voir la qualité de nos entreprises aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas qu'elles disparaissent sous ce principe de précaution qui sera dévoyé. Et puis la dernière qualité qui est importante, et pour reboucler avec le thème de la journée, c'est la volonté. Je crois qu'il ne faut pas céder au chantre du misérabilisme. Il y en a qui ne veulent plus croire en rien, il y en a qui n'ont même plus la volonté de croire. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut qu'on ait cette volonté de rester un grand peuple, de rester une grande nation, et s'inscrire, comme je le disais tout à l'heure, dans cette notion de puissance d'équilibre qui prône pas la conflictualité, mais qui prône le dialogue et la démocratie. Et je crois que c'est vraiment, si on arrive à avoir ces 4 qualités-là, c'est pas gagné. Hein. Ça veut dire qu'il faudra qu'on se surpasse. J'avais coutume de dire à mes troupes, quand j'étais chef d'état-major de la marine, dans la vie, il y a 3 sortes de femmes et d'hommes. Et on les reconnaît devant un mur. Alors il y a ceux qui, voyant le mur, se disent « j'arriverai pas à le franchir », qui s'assoient et qui pleurent. Il y a les deuxièmes qui contournent le mur, et il y a les troisièmes qui défoncent le mur. Et je leur avais dit « je veux pas que vous soyez dans la première catégorie ». Et donc, ne nous laissons pas arrêter par les murs, quels qu'ils soient. On a dans notre pays du talent, on a du génie, mais maintenant il faut qu'on ait les qualités pour avancer. Je vous remercie. Amiral, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à quelques questions de la salle? Jean-Paul, est-ce qu'on a un micro qui est prévu pour la salle quelque part? C'est vous le gardien du temps. Bon, super. Sur le fauteuil, très bien. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro dans la salle? Qui a une question? Une première question pour l'amiral. Est-ce qu'on peut m'aider à faire passer le micro? C'est gentil. Madame, sur la gauche, on va vous écouter. Ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Merci beaucoup déjà pour la qualité de l'intervention. C'était très intéressant. Vous avez parlé de la Russie. On voit que la guerre en Ukraine coûte cher à la Russie. Qu'est-ce qui pourrait motiver la Russie à aller au-delà de l'Ukraine, donc plus vers l'Europe, au plan géographique, physique évidemment? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est probable? Merci de cette question difficile. Non, je ne veux pas dire c'est possible, c'est probable. Je pense que pour avoir fréquenté Poutine aux côtés du président de la République, c'est un homme qui est hanté par le rêve de l'Empire soviétique. Alors, il n'est plus soviétique, il est plutôt tsariste que soviétique. Lui, ce qu'il met en avant, qui est quand même un peu osé, c'est de dire vous avez été trop loin dans l'élargissement de l'OTAN. Et comme l'OTAN est une menace, on a été obligé de réagir. C'est de mon point de vue, c'est très exagéré comme sujet, puisque comme chef d'état-major de la marine, j'avais été amené à vendre, sur ordre du président Sarkozy, des bâtiments amphibies à la Russie, rappelez-vous. Donc on a fait un certain nombre de gestes avant 2014 qui étaient extrêmement positif vis-à-vis de la Russie. Et à la limite, la Russie faisait partie des membres consultatifs de l'OTAN, etc. Donc il y a eu un basculement très visible de Poutine dans les années 2010. Probablement, ce qui a été le déclencheur, je prends beaucoup de précautions en disant ça, parce que l'homme est complexe. Hein, c'est quand même un personnage assez complexe, qui lui aussi pratique l'épreuve de force. Hein. Je me souviens
Madame Merkel qui aimait pas les chiens, et quand elle allait rencontrer Poutine, elle lui mettait des dogs allemands d'un mètre de haut à côté, histoire d'installer ce rapport. Il est un peu comme Trump, hein, c'est un rapport de force permanent. Ce qui, je pense, a fait changer d'attitude à la Russie, c'est d'abord la réussite de leur programme d'armement. Encore une fois, ils étaient dans une situation catastrophique en 1990. Rappelez-vous, en 1990, on envoyait des experts pour désarmer leurs installations nucléaires, mais ils ne savaient pas le faire. Donc on les a soutenus pendant pratiquement 10 ans sur les programmes de nettoyage, c'est plus dire de leurs armements. Et puis au fur et à mesure, ils ont réussi à se rétablir. Et ça, il faut mettre ça au crédit de Poutine, dans des conditions démocratiques qu'on ne commentera pas. Mais en tout cas, et puis à un moment, il s'est dit, finalement, je suis devenu assez fort pour essayer de réimposer ma volonté aux voisins. Et c'est sûr que l'Ukraine, il y a eu l'épisode de la Géorgie, rappelez-vous déjà, puis l'épisode de l'Ukraine, et là, il s'est dit, j'ai plus de glacis, j'ai plus du tout de glacis, donc il faut que je fasse une démonstration de force. Je pense qu'elle est très exagérée et que si Poutine s'était contenté de la Crimée, ce qui était déjà une violation du droit international, et du Donbass, il aurait pu en rester là et on aurait été sur une ligne de crête acceptable par tout le monde. Là, il a été beaucoup trop loin. Alors, quel est l'avenir ? Moi, je pense que de toute manière, Poutine, c'est quelqu'un qui tient sur l'aura. Le matraquage interne à la Russie sur le fait que l'opération spéciale, c'est pas une guerre, hein, je vous rappelle, c'est une opération spéciale qui lui a coûté 150 000 tués quand même. Il a besoin d'une victoire. Alors la victoire, ça peut être les 4 oblasts qu'on connaît sur la frontière russo-ukrainienne. Ça peut être, comme l'avait laissé entendre Trump, la reconnaissance internationale sur le fait que la Crimée, alors contrairement au droit international, mais une reconnaissance internationale sur le fait que la Crimée soit définitivement russe. Voilà. Donc je pense qu'il a son problème ukrainien à régler déjà. C'est pas si facile que ça. Je pense qu'il a fait plusieurs erreurs. La première erreur, sans doute, c'est de croire que, moi je les ai fréquentés tous les deux au cours des sommets de Normandie, il avait un profond mépris pour Zelensky, Poutine. Pour lui, c'était un comique qui était devenu par hasard président de la République. Donc je pense que son opération spéciale, c'était prévu pour durer 15 jours, le temps que Zelensky fuit. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a sous-estimé la réaction de l'Europe, croyant qu'il tenait l'Europe par son gaz. Donc il a sous-estimé le réveil de l'OTAN, et heureusement, on peut remercier le président de la République d'avoir secoué l'OTAN avec sa phrase sur la mort cérébrale en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Et puis, il a fait une 4e erreur, c'est qu'il a surestimé son armée. C'est une armée qui est nombreuse, qui n'est pas très bien commandée. Enfin, quand j'analyse les actions militaires, je suis quand même un peu très surpris des tactiques qu'ils emploient. C'est des tactiques à la Stalingrad, ils appellent ça le hachoir du boucher, avec beaucoup de fierté. Enfin, ça leur coûte quand même des milliers d'euros. Donc il va mettre du temps à se régénérer. Donc je pense qu'avant qu'il y ait une action, il faudra au moins 5 ou 10 ans. 5 ou 10 ans, c'est très court à l'échelle stratégique. Alors après, ce qu'il peut faire, c'est ce qu'on lit dans la presse, un coup sur la Moldavie. Vous savez que la Moldavie, il a une partie qui s'appelle la République autoprogrammée du Dniepr, qu'on appelle nous la Transnistrie, qui est historiquement russe. C'était là d'ailleurs que les soviétiques stockaient leur arme chimique pendant la guerre froide. Donc il peut essayer un coup sur la Moldavie pour affaiblir la Roumanie à côté. Et puis il peut tenter alors il a un problème aujourd'hui, Poutine, c'est que sa marine de commerce et de guerre n'a plus accès aux mers. Le Bosphore est fermé. Ils viennent de perdre Tartous en Syrie, qui était leur base, et ils ont besoin de bases de soutien logistique pour l'expansion de leur marine. Ils viennent de perdre Tartous, donc ils sont en train d'essayer, je pense qu'ils sont en train d'essayer de négocier avec la Libye ou l'Algérie pour avoir un nouveau point d'appui, mais toujours est-il qu'ils ne l'ont pas. Et la Baltique, aujourd'hui, leur est fermée. Donc il lui reste une voie sur sa partie occidentale, c'est le Grand Nord. Et ce n'est pas la voie la plus pratique pour faire du commerce. Donc il a ce problème-là d'accès à la mer. Donc il peut être tenté, si on fait de la science-fiction, il peut être tenté de faire un coup sur un des pays baltes. Évidemment, celui auquel tout le monde pense, c'est l'Estonie, parce qu'il y a 40% de population russophone.
j'appelle quand même l'attention sur le fait que c'est pas parce qu'on est russophone qu'on a envie d'avoir un système à la Poutine à la place d'un système démocratique. Mais c'est ce qu'il a fait pour le Donbass. Hein. Il a dit c'est les gens du Donbass qui nous ont demandé de venir parce que les Russes étaient maltraités. Il peut recommencer un coup comme ça en Lituanie ou en Estonie. Sauf qu'on a quand même des déploiements de l'OTAN dans ces pays-là. Donc, moi, je pense plus sérieusement que une fois que l'Ukraine sera réglée d'une manière ou d'une autre, hein, par une partition ou par une victoire de l'un ou de l'autre, j'enterre pas les Ukrainiens qui sont vraiment un peuple courageux et imaginatif comme on a pu le voir. Mais en tout cas, une fois que ça sera ça, moi je pense qu'il faudra être encore plus vigilant qu'aujourd'hui sur toutes les stratégies hybrides. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et comment déstabiliser l'Union européenne et l'OTAN? Simplement en faisant de l'ingérence dans les élections présidentielles, en déstabilisant les sociétés et par toute cette manœuvre hybride qui a été théorisée, ne l'oublions pas, par le général Gerasimov, qui est l'actuel chef d'état-major des armées russes. Donc je pense, moi ma crainte c'est plus ça, c'est la déstabilisation de l'intérieur de nos sociétés on a les qualités et les défauts des démocraties. Notre défaut, c'est qu'on est une société qui est complètement ouverte et perméable à toutes ces désinformations. Et je pense que ça sera plutôt ça le prochain coup de Poutine, d'accélérer en attendant d'avoir récupéré sa masse de manœuvre, si vous voulez. Je pense que c'est ça qui va tenter. Mais ça, comme je disais tout à l'heure, les perspectives stratégiques, il faut toujours être très prudent. Amiral, c'est sans doute votre rigueur militaire. On avait prévu la pause à 10h45. Regardez le chrono. Et juste en face de vous, mesdames, messieurs, je vous invite à le vérifier. Vous voyez que l'amiral est particulièrement ponctuel. À moi, Jean-Paul, qu'on s'autorise encore 2 ou 3 minutes pour une autre question de la salle. Allez-y, il y en a une ici. Et ça sera la dernière. Oui, on continuera à jouer après. Hein, oui, amiral, merci beaucoup pour ce panorama géostratégique remarquable. Vous avez parlé de l'Afrique en quelques mots, en disant que c'était un ensemble dont il fallait tenir compte dans les années à venir et qui va trouver toute sa place. Mais moi, ce que je déplore, c'est que la France a perdu sa place au sein de l'Afrique. Est-ce qu'on en a tiré les conséquences? Est-ce qu'on l'a analysé? Et qu'est-ce que l'on peut faire pour retrouver cette influence que l'on avait? Et je dirais aussi cette obligation que nous avons contractée auprès de ces pays avec lesquels beaucoup de liens nous rattachent. Oui, mais merci de cette question. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'Afrique, mais c'est un phénomène, parce que ce n'est pas une menace existentielle pour nous aujourd'hui, on en a déjà assez sans s'en rajouter, mais c'est quelque chose auquel... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse. On a quitté l'Afrique, on a retiré des bases militaires en Afrique, mais on a encore des pays où on est extrêmement présent, dont d'ailleurs des pays où il y a eu des coups d'État, comme au Gabon, où on est resté, on est encore présent en Côte d'Ivoire. Et puis on a plus d'influence aujourd'hui que jamais en Afrique de l'Est. Je crois qu'on est là aussi à un point de rupture, ou comme on dit dans la marine, à un point tournant, c'est-à-dire le moment où il faut changer de cap. Je crois qu'il y a 2 phénomènes en Afrique dont on doit tenir compte. Le premier, c'est la mondialisation de l'Afrique, qui n'est pas isolée. Et aujourd'hui, en Afrique, alors qu'avant, c'était plutôt les anciennes puissances coloniales qui étaient primus inter pares, si je puis dire, aujourd'hui, on a des concurrents qui sont la Chine, qui sont la Russie, qui sont la Turquie, qui sont d'autres pays qui viennent s'implanter. Et ça, malheureusement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la mondialisation. C'est-à-dire cette mondialisation qu'on a voulu et qui atteint d'autres pays, donc il ne faut pas la refuser. Ce qui me paraît important, c'est de prendre bien conscience que l'Afrique, aujourd'hui, son âge médian, c'est 16 ans. Je parle de l'Afrique de l'Ouest, 16 ans. Ça veut dire que plus de la moitié des populations des pays ont moins de 16 ans. Et qu'en particulier, un pays comme le Niger, c'est 14 ans l'âge médian. Des taux de fertilité par femme, 9. Donc on voit que c'est une Afrique qui est en train de se rajeunir, et de mon point de vue, c'est une Afrique avec laquelle il faut qu'on renouvelle notre langage. Le langage qui était celui d'avant, des générations qui avaient été éduquées en France, il convenait pour l'époque.
Aujourd'hui, il ne convient plus. On a et puis, il faut bien dire qu'on a aussi diminué le nombre d'étudiants dans nos universités, que les Russes, les Américains, les Turcs ont pris le relais, etc. Donc on a un jeu d'influence qui est important. Et c'est là où c'est important de réagir. Pour vous donner un exemple que je connais bien, qui est celui de la marine, on avait une opération qui s'appelait Corimbe, dans le golfe de Guinée, qui était chargée de protéger les intérêts français, puisque les marines africaines à l'époque n'étaient pas suffisamment nombreuses pour faire régner l'ordre dans leur propre zone économique exclusive. Et en 2013, j'ai eu 3 chefs d'état-major africains qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Amiral, votre opération, c'est bien, elle sécurise, mais c'est une opération française. Et ce n'est pas une opération qui nous sert à nous. » Donc je leur ai dit « Écoutez, qu'est-ce que je peux faire ?» Ils m'ont dit la première chose qu'il faut faire, c'est réunir tous les chefs d'état-major du Golfe de Guinée, francophones, anglophones et lusophones. Ça, c'était jamais fait. Jamais fait. Donc, c'est ce que j'ai fait à Brest en 2014. J'ai réuni tout le monde et j'ai abordé la réunion en disant « Je ne suis pas là pour vous dire ce dont vous avez besoin, je suis là pour que vous me disiez ce dont vous avez besoin. » Et ça, c'est un changement fondamental qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. Et au total, aujourd'hui, notre opération Corimbe, elle fait à la fois de la sécurité au profit des intérêts français, et elle sert d'école à la mer, d'université à la mer pour toutes les marines francophones, lusophones, anglophones du Golfe de Guinée, et on les voit aujourd'hui monter en puissance, et je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder l'Afrique. Il faut arrêter d'être donneur de leçons, et maintenant écouter ce dont ils ont besoin, et essayer de s'adapter, ce qui ne les empêche pas de les guider parfois. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on ait ce changement de dialogue, et avec une population dont la moitié est inférieure à 16 ans, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire autrement. Sinon, on aura un phénomène de rejet. Les Russes ont parfaitement compris ça. Hein. Ils font des dessins animés qui diffusent dans les pays, des pays comme la Centrafrique, dessins animés qui durent 8 minutes, extrêmement efficaces. Ça s'appelle l'ours, l'éléphant et les hyènes. Alors je vous laisse le choix de faire la distribution. L'éléphant, c'est l'éléphant centrafricain qui est attaqué par les méchantes hyènes françaises et qui, en désespoir de cause, est obligé d'appeler l'ours russe qui vraiment était endormi dans sa caverne et qui ne voulait pas venir, mais qui vient quand même pour le débarrasser des hyènes. Ça marche, ce genre de truc. Ça marche. Ça a l'air complètement... Enfin, pour nous, ça a l'air complètement idiot, bébête, etc. Ça marche. Donc c'est ça, c'est ce jeu d'influence aussi qu'il faut qu'on réacquiert. D'ailleurs, il faut qu'on arrête de penser qu'on est en pays conquis, et on a une démarche d'influence à faire. Mesdames, Messieurs, c'était un privilège d'écouter un expert de ce calibre. Je pense qu'on peut de nouveau applaudir l'amiral Rogel. Merci infiniment, amiral. Merci beaucoup. Il est l'heure de la pause. On va vous laisser pendant 30 minutes à peu près, cher Jean-Paul. Vous avez la possibilité pendant ce temps de visiter le village et puis peut-être de poursuivre vos échanges avec l'amiral Rogel, vous faire prendre en photo éventuellement, et puis on retrouve Franck Lano dans quelques instants. À tout à l'heure.